En 1959, à Lexington, Massachusetts, l'école primaire s'apprête à célébrer le jour de son ouverture. L'enseignante Miss Taylor raconte à sa classe l'événement principal de l'occasion, l'enterrement d'une capsule temporelle. Miss Taylor suggère aux élèves de dessiner leur vision du futur et les informe que tous les dessins seront placés dans la capsule qui sera ouverte par d'autres enfants dans 50 ans. Les élèves commencent à travailler avec enthousiasme et représentent des robots et des vaisseaux spatiaux. Il est temps de soumettre leurs œuvres, et Miss Taylor s'approche d'une étrange fille nommée Lucinda Ambry. Lucinda ne prête aucune attention au professeur et remplit continuellement la feuille d'une série de chiffres qui lui sont dictés par un murmure persistant dans sa tête. Le professeur prend le travail des mains de Lucinda, effrayée et déconcertée, qui ne l'a visiblement pas encore terminé. Alors, qu'écririez-vous ou dessineriez-vous pour les générations futures? Partagez vos idées dans les commentaires. Le lendemain, pendant la fête, Lucinda disparaît et les enseignants et la police se lancent à la recherche de la jeune fille. Bientôt, Miss Taylor la retrouve dans un débarras avec les doigts blessés et horrifiée de voir à quel point Lucinda, tourmentée par les voix, gratte des numéros mystérieux sur la porte avec ses ongles. Nous sommes en 2009, 50 ans se sont écoulés. Le professeur veuf John Custler vit avec son fils Caleb, malentendant, et enseigne l'astrophysique au Massachusetts Institute of Technology. Après une autre conférence sur la structure de l'univers, John se précipite à l'école de Caleb pour la célébration du 50e anniversaire, où ils ouvriront cette capsule temporelle. Les étudiants modernes examinent les dessins du passé et Caleb récupère le travail de Lucinda Ambry. Le garçon regarde pensivement les chiffres mystérieux qui couvrent toute la feuille et commence soudain à entendre d'étranges murmures. De plus, Caleb remarque au loin une silhouette mystérieuse qui disparaît après quelques secondes. Le soir, Caleb fait ses devoirs et dit à son père que son appareil auditif a commencé à émettre des sons étranges, mais son père n'y prête pas beaucoup d'attention. Bientôt, John apprend que Caleb a emporté le message de Lucinda avec lui. Le garçon est très curieux de savoir ce que signifient tous ces chiffres, mais John insiste sur le fait que le travail doit être rendu à l'école. Après avoir couché son fils, John décide d'enquêter seul sur cette série de chiffres intrigants. Il écrit plusieurs chiffres et essaie de comprendre ce qu'ils pourraient signifier. Au bout d'un moment, John déchiffre la première combinaison, la date de l'incident du 11 septembre et le nombre de victimes. Abasourdi par cette étrange coïncidence, John transcrit tous les chiffres sur son tableau et recherche des informations sur les autres dates. Avec horreur, il découvre que toutes les dates mentionnées dans l'œuvre de Lucinda ont été marquées par des désastres majeurs, dont l'un a entraîné la perte de sa femme par John. Mais le pire, c'est que 3 de ces catastrophes ne se sont pas encore produites. Essayez-vous d'empêcher des événements aussi terribles, ou accepteriez-vous l'inévitable? Partagez votre opinion dans les commentaires. Le lendemain, John rencontre son ami et collègue Phil Beckman et lui raconte sa découverte. John informe également Phil que la prochaine catastrophe est censée se produire demain et qu'elle fera 81 morts. Phil est sceptique quant à la théorie insensée de son ami, mais John continue de faire valoir son point de vue et affirme qu'il n'a trouvé aucune erreur dans le message. Phil remarque alors qu'il y a encore de nombreux chiffres non cochés sur la feuille, qui apparemment ne veulent rien dire. Dans ce cas, tous les autres chiffres pourraient également n'avoir aucun sens. Cependant, John est sûr que tout cela ne peut pas être une coïncidence et décide d'examiner en profondeur les sombres prédictions de Lucinda. John rend visite à l'ancienne enseignante de Lucinda, Miss Taylor, et s'enquiert du jour où ils ont enterré la capsule temporelle. Mademoiselle Taylor qui, malgré les signes de la maladie d'Alzheimer, raconte à John le comportement étrange de Lucinda ce jour-là, et John demande où il peut la trouver. Mais la femme déçoit John, affirmant que Lucinda est décédée il y a plusieurs années. Plus tard, alors qu'il jouait dans la cour, Caleb entend à nouveau le murmure persistant et remarque bientôt une voiture avec des inconnus. Le garçon s'approche de la voiture et la mystérieuse personne lui tend une pierre sombre. John remarque son fils près de la voiture inconnue et le gronde pour avoir parlé à des inconnus. Le lendemain, une tempête fait rage et Caleb appelle son père pour venir le chercher. John part, mais reste coincé dans la circulation à cause d'un accident mineur. Soudain, il remarque les coordonnées de son emplacement et se rend compte qu'il connaît cette combinaison de chiffres. Intrigué, John sort la liste des dates et comprend enfin que tous les chiffres non cochés sont les coordonnées des lieux où les catastrophes sont censées se produire. Et à l'heure actuelle, il se trouve à l'épicentre de la prochaine catastrophe annoncée. John sort de la voiture et s'approche des policiers pour savoir quand la circulation reprendra. À ce moment-là, la terrifiante prédiction de Lucinda se réalise. Choqué, John court vers les décombres en feu, espérant sauver quelqu'un, mais c'est impossible. Le soir, John, secoué, rentre chez lui, où sa sœur Grace attend pour s'occuper de Caleb. Alors qu'il entre dans la maison,
John entend des nouvelles faisant état de 81 victimes dans un accident d'avion, comme le prédisait le message de Lucinda. John ne veut pas discuter de ce qui s'est passé avec sa sœur et s'endort. Caleb remarque le comportement étrange de son père et essaie de découvrir ce qui s'est passé, mais John ne veut pas dire la vérité et Caleb, blessé, se retire dans sa chambre. La nuit, John reçoit la visite de son ami Phil, qui commence à douter du caractère aléatoire des chiffres indiqués. John dit à Phil qu'il y a 2 autres catastrophes à venir et pense que c'est un signe et un avertissement pour lui. Phil exhorte John à ne pas risquer sa vie et à ne pas essayer d'empêcher l'inévitable. Pendant ce temps, le mystérieux inconnu apparaît dans la chambre de Caleb et lui montre une vision d'un incendie terrifiant qui est apparemment sur le point de se produire. Terrifié, Caleb voit le feu engloutir toute la forêt et même leur maison, et il hurle d'horreur. John se précipite vers son fils et le réconforte, lui assurant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Mais soudain, John remarque l'étranger près de leur maison et se précipite immédiatement dans la cour, dans l'espoir de chasser l'étranger, mais ne trouve personne. Le lendemain, John et Caleb se rendent chez la fille de Lucinda, Diane, après avoir découvert son adresse. John voit Diane et sa fille Abby monter dans une voiture et commence à les suivre. Ils se retrouvent dans un musée zoologique et John demande à Caleb de regarder les mêmes expositions qu'Abby vérifie, pendant qu'il entame une conversation avec Diane. Plus tard, John suggère à Diane et à sa fille de les rejoindre dans un café, où elles poursuivent leur conversation. Bientôt, John admet que leur rencontre n'était pas une coïncidence et demande à Diane si sa mère avait un don spécial. Mais Diane, effrayée, refuse d'en discuter et part avec Abby. Dans la soirée, John découvre où se produira la prochaine catastrophe et appelle le FBI pour les avertir du danger. Le jour de la catastrophe, John dépose Caleb chez Grace et lui demande de ne pas le laisser regarder les informations. John se dirige alors vers les coordonnées du désastre présumé et tente de comprendre ce qui va se passer cette fois-ci. John entre dans le métro de la ville et remarque un homme suspect qui, pense-t-il, pourrait transporter une bombe. John le poursuit, passant d'une voiture à l'autre, pour découvrir que l'homme n'est qu'un petit voleur. Mais à ce moment-là, l'un des trains déraille et s'écrase sur le train dans lequel se trouve John à une vitesse vertigineuse. Miraculeusement, John survit, mais l'horrible accident coûte la vie à 178 personnes, comme Lucinda l'avait prédit. Le soir, John et Caleb rentrent chez eux et voient soudain Diane et Abby sur le pas de la porte. Diane dit à John que sa mère mentionnait fréquemment la date de la dernière catastrophe et affirmait que c'était le jour où la vie de Diane serait écourtée. Avec leurs enfants, John et Diane se rendent dans la maison abandonnée de Lucinda et découvrent sur les murs de nombreuses coupures de journaux sur de nombreux événements tragiques de la liste. Parmi les coupures, John remarque soudain une copie de la gravure de Matthäus Merian représentant le prophète Ézéchiel regardant un grand soleil et un mystérieux rouet appelé « Vision du char ». De plus, John trouve dans la chambre de Lucinda les mêmes pierres étranges que celles que Caleb a reçues des chuchoteurs. Puis John trouve les mots rayés « Tout le monde » répétés à plusieurs reprises et se rend compte qu'après la date de la dernière catastrophe, il n'y a pas les chiffres 33, mais les lettres inversées, E. John devine que cette catastrophe sera si mondiale qu'elle entraînera l'extinction de toute la population de la planète. Pendant ce temps, les étranges êtres chuchotants s'approchent de la voiture où se trouvent Caleb et Abby. Les enfants sont tourmentés par des murmures interminables, et soudain Abby décide de sortir de la voiture. Caleb essaie de l'arrêter et alerte immédiatement leurs parents. Effrayés, John et Diane courent vers leurs enfants, et Abby révèle calmement que les êtres chuchoteurs leur ont proposé de les accompagner. De retour chez eux, John et Diane partagent leurs sentiments sur la fin imminente du monde, mais réalisent qu'ils sont impuissants à changer quoi que ce soit. Le matin, John voit Abby colorer le soleil dans la gravure d'Ézéchiel, et il a une révélation. John se précipite à l'observatoire du MIT et dit à Phil qu'une éruption solaire massive est sur le point de se produire dans le système solaire et qu'une vague de rayonnement détruira toute vie sur Terre. Diana arrive chez John en désespoir de cause et avoue qu'elle a toujours su que sa mère avait raison. Elle espère qu'en se cachant sous terre, ils auront une chance de survivre et suggère à John de l'accompagner dans les grottes dans lesquelles elle jouait lorsqu'elle était enfant, que peu de gens connaissent. John et Diana rentrent chez eux et se préparent rapidement pour le voyage. John décide d'appeler son père, un prêtre à qui il n'a pas parlé depuis longtemps, et lui raconte l'horrible prophétie. John demande à son père, ainsi qu'à sa mère et Grace, de se cacher sous terre, mais son père prétend qu'il ne résistera pas à son sort. Pendant ce temps, Caleb entend à nouveau des voix et commence inconsciemment à écrire des chiffres, tout comme Lucinda l'a fait. Finalement, John et Diana, accompagnés des enfants, montent dans la voiture et se dirigent vers les grottes. Cependant, les plans de John changent de manière inattendue. Il arrive à l'école et descend pour trouver la porte où Lucinda avait rayé les coordonnées de la dernière catastrophe. Mais les numéros sur la porte ont été repeints depuis longtemps,
et John arrache la porte de ses gonds et l'emporte avec lui chez lui. Diana pense que John agit de manière stupide et le supplie de se précipiter vers les grottes, mais John a l'intention de trouver les coordonnées manquantes. Pendant que John gratte la peinture de la porte, Diana met les enfants dans sa voiture et se rend aux grottes sans John. Finalement, John trouve les coordonnées de l'épicentre de la catastrophe, mais il remarque que Diana et les enfants sont partis, alors il part à leur recherche. Diana s'arrête dans une station-service et voit un journal télévisé d'urgence, parlant d'éruptions solaires et exhortant les gens à s'approvisionner et à rester chez eux. Au même moment, Caleb descend de la voiture et appelle son père. Diana lui prend le téléphone et dit à John qu'elle doit emmener les enfants dans un endroit sûr. Mais John soutient qu'ils doivent être chez Lucinda, car il a trouvé ses coordonnées sur la porte. Il affirme également que les grottes ne les sauveront pas de toute façon, car les radiations pénétreront dans la croûte terrestre. Pendant que Diana se dispute avec John, les êtres chuchotants réapparaissent à proximité, emmenant les enfants avec eux. Diana les poursuit dans une voiture volée, et bientôt la prédiction de sa mère concernant sa disparition se réalise. John arrive sur les lieux de l'accident et, faisant ses adieux à Diana, remarque la même pierre mystérieuse dans sa main. Ensuite, il se dirige vers la maison de Lucinda, dans l'espoir d'y retrouver les enfants. Près de la maison, il découvre de nombreuses pierres similaires, puis il voit les quatrièmes êtres chuchotants. Furieux, John réclame son fils, mais ils répondent par le silence. Soudain, sortant du bois, Caleb, calme, apparaît avec un lapin blanc dans les bras. John veut l'emmener loin d'ici, mais Caleb insiste sur le fait qu'il parte avec les êtres chuchotés, avec Abby. Bientôt, Abby émerge avec le même lapin, disant qu'elle sait déjà que sa mère est en sécurité. Caleb dit à son père que les êtres chuchotés les protègent depuis le début et sont maintenant venus les sauver. À ce moment-là, une immense arche interstellaire apparaît dans le ciel, se rapprochant de la Terre. John lève les yeux sous le choc et Caleb dit qu'il est temps de partir, car ils ont été choisis pour recommencer. Caleb prend la main de son père et s'approche du vaisseau spatial. Cependant, l'homme qui murmure dit à Caleb que son père ne peut pas les rejoindre car il n'a jamais entendu leur appel. Le garçon, déconcerté, refuse de quitter la Terre sans son père. Mais John se rend compte que c'est le seul moyen de sauver son fils et il convainc Caleb d'accompagner Abby. John promet qu'il n'abandonnera jamais Caleb et lui assure qu'il y aura un moment où ils seront à nouveau ensemble et retrouveront leur mère. Pourtant, Caleb se dirige vers le vaisseau et voit soudain les êtres chuchotés changer d'apparence, ne ressemblant plus à des humains. Ils leur tendent la main, les invitant à un voyage incroyable. Caleb dit au revoir à son père, et ils montent tous sur un mystérieux appareil ressemblant à la roue rotative de la gravure, s'élevant jusqu'à la gigantesque arche interstellaire. L'arche continue de s'éloigner de la Terre, et bientôt nous voyons qu'elle est l'une des nombreuses arches similaires, partant avec des élus vers une autre planète. Le père secoué tente d'accepter son chagrin et s'endort, épuisé, dans la rue. Le lendemain, des incendies ravagent la ville, annonçant la fin imminente. La panique et le chaos envahissent les rues. John décide de passer ses dernières heures avec sa famille et se rend chez ses parents à Boston. Grace l'accueille sur le pas de la porte, lui demandant où se trouve Caleb. John répond qu'il est désormais en sécurité. Il entre dans le salon et embrasse enfin son père, puis toute la famille. Et à ce moment-là, une horrible vague de feu engloutit la terre entière, détruisant instantanément tout sur son passage. Pendant ce temps, Caleb et Abby, avec leur lapin, se retrouvent sur une planète paradisiaque. Les enfants regardent le vaisseau des êtres murmurés décoller, puis courent vers un arbre massif ressemblant à l'arbre de vie. C'était le film « Savoir ». Il est frappant de voir à quel point les catastrophes ont systématiquement conduit le monde à sa fin, mais on espère encore que dans la vraie vie, l'humanité aura plus de chance. Et j'espère que les élus parviendront à construire un monde meilleur que celui que nous avions sur Terre. À votre avis, tout est-il vraiment prédéterminé dans le monde où tous les événements